En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a été jugé en son absence à Abidjan. Ce sera notre premier sujet. Nous irons ensuite au Sénégal où de nouveaux tests sérologiques pour un dépistage de masse à Dakar sont envisagés. On parlera aussi de ces manifestations de commerçants à Ouagadougou pour la réouverture des marchés. Et puis le Togo, le couvre-feu, les bavures policières qui entraînent des réaménagements au niveau du commandement de la force sécurité anti-pandémie. Pour évoquer ces sujets sur le plateau avec moi, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Firmin, bonsoir. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. Face à vous, David Djagbavi de Togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin. Salut David. Nous commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle d'octobre a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan au terme d'une audience boycottée par ses avocats. 20 ans de prison ferme et près de 7 millions d'euros d'amende. Condamnation très lourde donc pour Guillaume Soro qui écope également de 7 ans de privation de droits civils et politiques. David Djagbavi, le sort de Guillaume Soro est scellé. Oui, et ce sort il était scellé depuis très longtemps. Dès les premiers jours de son annonce de l'annonce de sa participation à l'élection présidentielle, tout de suite des dossiers qui traînaient dans les couloirs des palais de justice à Abidjan ont été ressortis par le gouvernement de M. Ouattara et on lui a collé des dossiers extraordinaires. Tout le monde savait un peu l'aboutissement et les raisons qui fondaient la sortie de ces dossiers-là. Alors Guillaume Soro aujourd'hui est devenu un peu ce qu'on appelle une épine dans la chaussure de Alassane Ouattara. Pour avoir osé lorgner le fauteuil présidentiel lors des prochaines élections présidentielles à Abidjan. Et donc, depuis l'annonce de son intention de participer aux élections dans ce pays, Guillaume Soro s'est retrouvé dans une sorte de couloir mystérieux autour duquel se retrouvent des dossiers judiciaires qui ont été ressortis. Et donc aujourd'hui, malgré les victoires qu'il a eu à remporter dernièrement, la Cour d'appel, la Cour de la CEDEAO, la Cour africaine des droits de l'homme, a débouté le gouvernement ivoirien sur un jugement qu'il avait écopé. Donc ça a été pour lui une très grosse victoire. Après, il a fait des sorties, mais après, le gouvernement ivoirien a trouvé nécessaire de ressortir des dossiers. Aujourd'hui, il est condamné à 20 années et à 7 ans de perte de son droit civil. Ça veut dire que les élections de 2020, de cette année à Abidjan, ne verront pas Guillaume Soro sur la liste. Il n'a plus les droits qui puissent l'amener à être candidat. Donc, on peut dire là que Alassane Ouattara a réussi son coup. Depuis très longtemps, il cherchait des subterfuges pour écarter Guillaume Soro de la course présidentielle. Aujourd'hui, c'est fait. La justice ivoirienne l'a condamné à 20 années d'emprisonnement et à 7 années de perte de son droit civique. Ça veut dire que Guillaume Soro est écarté totalement de la prochaine présidentielle à Abidjan. Finalement, cette affaire, c'était un peu le but visé, mettre Guillaume Soro out. Oui, bien évidemment. Ouattara veut être le seul maître à bord. Il veut être le seul qui décide de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il ne veut pas qu'il y ait un second ou un concurrent direct. Il veut décider de l'après Ouattara. Il ne voudrait pas qu'il y ait un Guillaume Soro ou un entre guillemets Gbagbo ou Blegudo au pouvoir pour décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire ou de l'avenir de la Côte d'Ivoire sans Ouattara. Il veut être le seul maître à bord. David a dit que Guillaume Soro, le péché de Guillaume Soro, c'est peut-être d'avoir l'ambition présidentielle ou d'avoir le fauteuil présidentiel. Moi, je m'inscris en faux dans la mesure où personne n'interdit à Guillaume Soro d'avoir de l'ambition présidentielle.
Sauf que Guillaume Soro, il a commis 2 petits péchés. Le premier péché, c'est de s'être départi du parti de Ouattara, où on lui demandait de devenir membre de ce parti. Il a refusé. Il voudrait faire cavalier seul. Et le second péché, c'est d'être trop pressé. Il est pressé. Il se dit, sans Ouattara, sans le système Ouattara, il peut devenir quelque chose, il peut devenir président de la République. Or, ce n'est pas ça. C'est le système qui l'a fait et le système veut l'aider. Si tu veux devenir président, tu vas être avec nous et c'est nous qui allons décider de ta candidature ou de quand tu seras président. Guillaume Soro, lui, n'a pas compris ça comme ça et il se dit qu'il peut tout. Alors que dans la vie... il n'y a pas de réussite individuelle. Là. Aucune réussite n'est possible si c'est lorsqu'on est tout seul. Peut-être c'est l'âge qui lui permettra de le savoir quand il aura moins d'énergie. Le but de Ouattara, c'est de mettre Guillaume Soro hors jeu. Et Ouattara l'a réussi. Toutes ces décisions, tout ce qui vient de se passer, c'est une décision politique parce que Ouattara veut s'assurer que Guillaume Soro est hors du jeu et décider de ce que sera la Côte d'Ivoire. Ouattara l'a réussi. Je me demande souvent quel est ce problème-là qui existe ou quelle... cette ambition-là qui gangrène surtout les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, quoi. Parce que quand vous voyez un peu, par exemple, ce qui s'est passé aussi dans les années 2000, au début de 2000, avec Agbome Kodjo, qui était dans un système et qui se disait déjà, avec tout ce que le système lui a permis d'avoir, d'être, il se disait, il pouvait succéder facilement à Yadema. Et après, on a vu tout ce qui s'est passé. Et maintenant, aujourd'hui, il vient pour combattre ce système, pour se dire, moi, je peux être président sans ce système. C'est la même chose pratiquement avec Guillaume Soro qui a fait un système et du jour au lendemain qui se dit je me départis du système et je peux devenir président moi-même. C'est tellement compliqué. C'est comme il y a une tradition coutumière, une tradition qui ne dit souvent pas son nom. Les anciens premiers ministres ou les anciens présidents de l'Assemblée nationale, il leur est difficile de briguer facilement la magistrature suprême. Quand vous voyez aussi, par exemple, le cas Manuel Valls en France, qui était premier ministre, qui se voyait déjà à la place de François Hollande, et vous voyez aujourd'hui ce qu'il est devenu. Il était pressé, tout comme Guillaume Soro. Et aujourd'hui, Guillaume Soro se retrouve hors jeu et il n'aura pratiquement rien. Mais dans le cas de Guillaume Soro, si la manœuvre c'est de l'écarter, on ne semble pas avoir mis l'élégance dedans. C'était trop flagrant aussi. Oui, c'est en cela que je dis que Guillaume Soro a commis le péché de rendre publique sa déclaration, la déclaration de sa participation à l'élection présidentielle. Lorsque Fumet dit que c'est quand il s'est départi du RHDP qu'il a commencé par avoir des problèmes, je dis non, il était encore à Abidjan lorsqu'il a décidé de ne pas s'associer au RHDP. Et je l'ai dit. Et l'envie de Ouattara, c'était de complètement noyer Guillaume Soro en l'amenant à adhérer au RHDP. La preuve, la même proposition avait été faite à l'ancien président Bédié qui l'a rejeté. Et donc Guillaume Soro, ayant senti cela de très loin en tant qu'animal politique, il a compris qu'en adhérant au RHDP, c'était la fin de sa carrière politique. Et il était libre de choisir de faire partie de cette famille politique ou pas. Il a choisi de se départir. Et ça a fait très mal. Maintenant, c'était à Paris ou en Espagne qu'il avait annoncé sa déclaration. Et vous avez vu le déferlement des dossiers judiciaires qui ont été sortis des couloirs des palais de justice à Abidjan. On l'a condamné par ici. On a envoyé des services secrets espagnols pour l'arrêter dans un hôtel. On a mis c'était tout un déferlement judiciaire dans lequel il a réussi à sortir. Et à Abidjan, on sait un peu ce que représente le pouvoir présidentiel. Vous avez vu comment Ouattara a réussi à écarter Bédié. Ouattara, il est arrivé au pouvoir. Quelques années après, il a passé une alliance avec Bédié qui consistait à passer la main à Bédié, à l'équipe de Bédié, à la fin de son deuxième mandat. Mais à l'approche de la fin de son deuxième mandat, Ouattara a réussi à inventer une histoire qui ne tenait pas pour juste écarter Bédié. Il a réussi à écarter Bédié. Il a réussi aujourd'hui à écarter Gbagbo, malgré la libération provisoire de Gbagbo. Gbagbo pouvait rentrer à Abidjan aujourd'hui, parce qu'il est libre de ses mouvements. S'il a réussi à quitter la prison en Hollande, ça veut dire qu'il peut rentrer chez lui aussi à Abidjan. Mais le pouvoir à Abidjan dit non, on ne veut pas de lui. S'il arrive à Abidjan, on va le faire arrêter parce qu'il y a des dossiers qui traînent contre lui aussi. Et donc, il a réussi à faire écarter Bédié, Gbagbo
et Blé Goudé, le dernier sur la liste, c'est Soro. Et Soro a été victime de son envie de présider à la destinée de la Côte d'Ivoire. Il en a les moyens, il a les capacités pour ça. Et donc, à partir de ce moment, Ouattara a compris que Soro composait en tout cas un obstacle à son plan et à son projet de placer ou de positionner celui qu'il veut après son deuxième mandat. Et donc, ces dossiers ont été sortis à dessein pour lui créer d'autres problèmes. Mais heureusement, l'homme ayant fait la famille de Ouattara pendant très longtemps connaît les solutions à apporter à tous ces acharnements-là. Alors, sur le cas des premiers ministres qui ont des ambitions, c'est tout à fait normal lorsque vous sentez la nécessité ou l'heure venue de devenir président de la République, vous l'annoncez. Au Sénégal, Macky Sall, il a été premier ministre de quelqu'un avant de quitter sa famille politique présidentielle, monter sa propre famille, défendre les couleurs de cette formation politique pour aujourd'hui être premier ministre. Au Burkina Faso, on a vu la même situation avec l'actuel président Kaboré, qui a été premier ministre de Compaoré pendant un moment, qui s'est départi de la famille politique de Compaoré, qui a créé sa propre formation politique. Aujourd'hui, il est devenu président de la République. Les réalités sont différentes d'un pays à un autre. C'est vrai que lorsque vous avez un ancien allié qui était votre premier ministre, qui vous tourne le dos, d'abord ça fait très mal, et qui ambitionne de venir vous remplacer à la tête d'un pays, alors là, ça fait beaucoup mal. On a vu des situations pires que ça dans d'autres pays. Alors, Guillaume Soro, après sa condamnation, sa réaction immédiate a été de dire « Je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai ». Oui, il va être candidat en France, mais il gagnera en France. Il sait qu'il n'ira pratiquement, il n'ira nulle part, parce que c'est Ouattara qui a toujours les clés du pouvoir. C'est Ouattara, le président de la République, le chef suprême des armées, le magistrat suprême de la République ivoirienne. Donc c'est Ouattara qui décide de tout. En fait, au niveau des droits de l'homme, on peut reprocher un certain nombre de choses. On peut dire violation des droits de l'homme, mais politiquement, il n'y a rien à reprocher. Ouattara, il est en train de faire de la politique et il veut s'assurer que tout est au point et tout est en ordre. Ouattara, je pense qu'il a un problème. Le premier problème que Ouattara a, c'est qu'il a peur, en fait. Et face à cette peur, il n'a pas confiance en Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a déjà trahi Gbagbo et Guillaume Soro est en quelque sorte en train de le trahir. Donc, comment discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire pour ne pas subir les affres Gbagbo? C'est-à-dire ce qu'on a fait subir à Laurent Gbagbo. Après Ouattara, qu'est-ce qui pourrait lui garantir une certaine stabilité psychologique, une certaine sécurité psychologique pour ne pas l'envoyer en prison? C'est tout ça le problème de Ouattara. Il se dit, avec Guillaume Soro, rien n'est sûr. On ne peut rien décider avec Guillaume Soro. Et puis l'autre chose que je rappelle souvent ici, c'est qu'il y a un problème d'ivoirité qui ne dit pas son nom, en fait. Ouattara a été longtemps écarté parce qu'il y avait un problème d'ivoirité. Et il se dit aujourd'hui, quand il voit, c'est comme un complexe, un problème sérieux, quand il voit la Guillaume Soro avec Bédié, avec Gbagbo, avec Blé Goudé, il se dit, il est esselé en quelque sorte. Il se dit, je suis le seul étranger. Du moment où les autres, là, ces Ivoiriens-là, se mettent ensemble contre moi, comment sera mon avenir? Mon avenir serait peut-être pire que ce qu'a connu ou a eu à connaître et Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Donc l'intérêt maintenant, ou ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est de tout faire pour verrouiller le système. Et c'est moi, Ouattara, qui décide du présent de la Côte d'Ivoire et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Celui-là que je place à la tête de ce pays, c'est mon pion, c'est mon poulain, c'est mon dauphin. Il fera que ce que je lui dirai. Mais je lui souhaite bonne chance pour qu'il ne subisse pas ce que l'ancien président angolais en train de subir aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est, comme le dit Firmin, Guillaume Soro n'offrait pas suffisamment de garantie de sécurité à Alassane Ouattara pour être son successeur? Parce que tout le monde le voyait déjà dans cette peau. Est-ce que l'actuel dauphin qui a été positionné offrait les mêmes garanties? Lui, il est suffisamment docile, hein, c'est pas quelqu'un qui... Mais en Angola, Firmin en parlait tout à l'heure, personne n'a jamais pensé que l'actuel président angolais pourra faire arrêter les héritiers de Dos Santos et faire exiler cette femme qui est l'une des femmes les plus puissantes en Afrique, immensément riche. Personne n'a jamais pensé aujourd'hui que le successeur du vieux Mugabe
celui qui est venu le remplacer, viendrait avec sa stratégie et sa façon de diriger. Mais avant que vous arriviez au pouvoir, vous faites de la docilité votre cheval de bataille. Parce qu'en face, il y a quelqu'un, votre patron, qui doit savoir que vous êtes docile, vous êtes sous ses ordres. Et donc, il peut vous faire confiance. Mais le problème à Abidjan aujourd'hui est plus profond que ce qu'on imagine. Parce qu'il y a d'abord aussi le dossier de Gbagbo qui n'avait pas été épuisé. Il y a le dossier des Ivoiriens qui se sont exilés. Le reliquat de la guerre qui a amené Ouattara au pouvoir, etc. C'est des dossiers assez costauds. Il faut les ressortir pour pouvoir savoir ce qui se cache véritablement. Juste une minute, le temps d'aller à la courte pause et nous revenons derrière.